On va démarrer doucement. Donc, merci d'être de nouveau présent pour cette nouvelle table ronde. De nouveau, un très joli panel, très nombreux, pour cette table ronde sur le féminisme. Donc, je demanderai, dans la mesure du possible, aux différents orateurs d'essayer d'être relativement brefs pour avoir la possibilité de circuler un petit peu plutôt que de faire de longs tunnels et laisser un peu de temps pour les questions de la salle après. Donc, panel mixte. Les organisateurs, visiblement, se sont donné beaucoup de mal pour avoir un panel paritaire et la ségrégation s'est faite toute seule. Donc, à gauche, les dames. C'est purement intentionnel, on s'en doutait. Donc, à l'extrême gauche, Anne Larue, qui est professeure de littérature à l'Université de Paris, qui est l'auteur de nombreux essais sur le féminisme, en particulier sur les rapports entre l'art et le féminisme, qui est beaucoup de choses, qui est également auteur, bien sûr, d'un roman de science-fiction au moins. À sa gauche, Lucie Chenu, qui a aussi de nombreuses casquettes, qui dans une vie antérieure a fait beaucoup de recherches en génétique, je crois, qui depuis a fait un peu tous les métiers de l'édition SF, comme auteur, comme directeur de collection, comme anthologiste, comme éditrice, il me semble. Enfin, en tout cas, multicasquette également. À gauche du... Bonjour. À gauche de Lucie, Sylvie Lenné, qui est également une enseignante-chercheur, qui enseigne les sciences de l'information à l'Université de Lyon, qui est aussi une femme. Et un auteur, qui est auteur de nombreuses nouvelles, plusieurs recueils de nouvelles en particulier, primé très souvent. Je crois que tu as au moins 3 prix Rosny Aîné, un prix Bonne-Morale, j'en oublie sans doute des tonnes. Et puis on passe aux hommes. Donc à gauche encore Olivier Lemay, qui nous vient de Genève. Qui est également auteur, vous avez beaucoup d'auteurs dans ce panel, qui s'intéresse beaucoup à l'archéologie et à la paléontologie en particulier. Donc auteur de romans de science-fiction, mais aussi bien adulte que jeunesse. Je crois que c'est le seul auteur jeunesse du panel. Je crois que Lucie avait fait un peu de jeunesse aussi à un moment donné. Jean-Luc Gauthereau, que vous avez déjà vu dans plusieurs panels, qui est le régional de l'étape, enseignant-chercheur à l'université de Nice, essentiellement en philosophie des sciences, en épistémologie, avec un regard particulièrement acéré sur le rapport de la science à la politique, y compris les thématiques féministes éventuellement, et qui a beaucoup travaillé récemment sur un auteur féminin majeur, qui est Françoise de Bonne. Et enfin, à l'extrême gauche, Jean-Claude Dugnac, là encore multicasquette, qui est auteur de très nombreux textes. Je ne vais pas faire la liste des nouvelles et des prix, très nombreuses nouvelles, très nombreux romans. À ses heures perdues, il a été directeur de collection, il a été responsable de sélection de textes dans une grande revue de science-fiction qui était Galaxy. Et puis, comme il arrive à dormir malgré tout ça, quand il lui reste un peu de temps, il est ingénieur à l'aérospatiale. Donc, un panel très riche, des compétences très, très variées, et une thématique que je serais bien en peine de définir. Donc, 1 million d'années de féminisme. Je suis tenté de laisser les membres du panel nous jouer avec cette idée, en commençant peut-être par Jean-Claude, en partant sur... J'aimerais établir une sorte non pas de bilan, mais d'état des lieux de la situation des femmes dans l'écriture aujourd'hui. C'est une question récurrente dès qu'on parle de femmes et d'écriture. J'aimerais en quelque sorte nous en débarrasser rapidement. Toi qui as été donc directeur de collection, qui a sélectionné un très grand nombre de textes, est-ce que tu as senti d'abord, est-ce que tu t'es donné beaucoup de mal pour publier plus d'hommes que de femmes? Je connais déjà la réponse, je sais que tu as publié plutôt beaucoup de femmes et une proportion significative en particulier chez Brajlon. Est-ce que c'est une volonté délibérée? Est-ce que tu as eu l'impression que la place des auteurs féminins
dans la science-fiction française étaient privilégiés d'une manière ou d'une autre, discriminés positivement ou négativement? Je vais te casser le cou. J'ai pas publié des gens, j'ai publié des livres. Il se trouve que parmi les livres qui me plaisaient, et en particulier les livres étrangers, un certain nombre, pour pas dire un nombre certain, étaient écrits par des femmes. Mais crois-moi, c'était des livres qui étaient intéressants. Et je ne dirais pas qu'ils étaient tels qu'ils étaient parce qu'ils étaient publiés par des femmes, ils étaient tels qu'ils étaient parce qu'ils étaient publiés par des femmes qui étaient ce genre de personnes. D'accord ? La féminisation de l'auteur, pour moi, c'est un épiphénomène, c'était anecdotique. Et vraiment, hein, je ne considère pas que mes textes sont masculins par le simple fait que je suis né avec le chromosome qui va bien. C'est pas le cas. Par contre, d'un point de vue, alors là, purement mécanique, hein, il faut savoir qu'en France, en particulier, dans le domaine de la science-fiction, et dans le domaine de la science-fiction uniquement, qui est la seule littérature, malheureusement, à être une littérature ouvertement sexiste dans son mode de fonctionnement, on a très peu publié d'auteurs étrangers féminins, en proportion de ce qui existe. Même si aux États-Unis, il n'y a, entre guillemets, que 35 à 40% d'auteurs femmes qui écrivent de la SF, il y en a 10 à 15% qui arrivent en France. Donc, quand on commence une collection, eh bien, il y a plein de superbes livres écrits par des femmes qui n'ont pas été sélectionnés par les autres éditeurs, simplement parce qu'ils ont été écrits par des femmes, publiés par des femmes, et qui partent du principe que ça ne va pas se vendre parce que le nom de l'auteur est féminin. Donc, j'ai fait ça. Et malheureusement, deuxième pavé dans la mare, je me suis aperçu qu'effectivement, en France, les femmes vendent moins bien que les hommes en science-fiction. Et il y a pire. La science-fiction et la littérature qui s'est vantée à la fin des années 50, au début des années 60, d'avoir précédé une certaine idée de transformation des sexes, etc., d'égalité que les Américains faisaient. On a joué avec des concepts assez osés pour l'époque comment dirais-je, autour de la sexuation, le changement de sexe et tout. Mais, je dis bien mais, on n'a jamais fourni, ou très très peu, de personnages féminins majeurs permettant de servir de rôle modèle à toute une génération de gens qui lisaient de l'imaginaire. Et la littérature qui a fourni ça, et qui en France d'ailleurs a eu énormément de succès auprès des adolescents et adolescentes, c'est la bitlite. C'est-à-dire qu'il y a eu des Buffy contre le vampire, écrits dans un certain nombre de romans, dans lesquels l'héroïne, c'est la personne qui fait. Et ses amours, ses actions, etc., c'est elle qui les gère. Et elle est la bonne personne. C'est pas la princesse qui attend le prince charmant, c'est la princesse qui fait bouillir la marmite. Et si elle se cueille un prince charmant au passage, c'est parce qu'elle aura couru plus vite que lui. D'accord ? Et ça, la science-fiction s'est remarquablement plantée depuis une vingtaine d'années, malgré les efforts d'un certain nombre de gens, dont je m'honore de faire partie. Elle reste une littérature qui ne fournit pas de modèle féminin fort, comme d'autres littératures l'ont fait. Lucie, tu voulais intervenir ? Oui. Là, tu es en train, Jean-Claude, de passer totalement à la trappe des auteurs comme Anne McCaffrey, comme Marion Zimmer-Bradley et j'en passe, qui fournissent des modèles féminins extrêmement forts, qui, moi, m'ont marqué, moi qui suis née en 1960, et qui marquent encore des lectrices que je rencontre et qui ont 40 ans de moins que moi. Non, peut-être pas 40. Bon, 35, on va dire. Mais quand même, je pense que tu généralises ta connaissance de la SF et qu'elle n'est pas la connaissance de la SF des filles, des lectrices. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si c'est très clair. C'est comme une véritable gageure d'écrire un roman de SF féministe. Ça paraissait quand donc j'ai écrit un roman de SF féministe, La Vestale du Calix, qui a été qualifié de ovni, déjanté, complètement à l'ouest. Enfin, c'est pas tant que ça. Ça obéit à des schémas narratifs complètement éprouvés par les plus vieilles techniques de la narratologie. C'est complètement cohérent. Le personnage, si elle est blonde au début, elle est blonde à la fin. Ce qui nous change de Ubik, où elle est brune au début et blonde à la fin. Je signale au passage.
une erreur fondamentale. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et puis, bon, on pourrait aussi parler de Tolkien. Hein. Dès le début, ils auraient pu prendre les aigles et résoudre le problème. Hein. Bon, enfin bref, n'anticipons pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça reste malgré tout. J'ai compris très vite, même s'il fallait prendre un nom masculin, bien sûr, il fallait s'appeler autrement. Donc, il y a encore beaucoup de filles qui sont obligées de se dissimuler sous un pseudo masculin. On peut citer n'importe qui, un Fred Vargas, par exemple, ou alors là, le pseudo était vanté. Pareil pour Rowling. La valeur de base reste malgré tout le héros, etc. Et par rapport à un féminisme inclusif dans lequel je me place, c'est-à-dire un féminisme qui ne considère pas qu'il y a un ennemi principal qui serait l'homme. L'homme, il subit autant les avatars du patriarcat que les femmes. On parlait des jeunes gens qui se tuent sur les routes parce qu'il faut qu'ils boivent et il faut qu'ils conduisent la bagnole et du coup tout le monde crève sur les routes entre 18 et 25 ans. Donc voilà un effet du patriarcat pour les petits mecs en Moselle. Un exemple, hein, comme les autres. Bon, malgré tout, il reste une espèce de poids qui est que il n'y a jamais plusieurs filles ensemble qui échangeraient quelque chose. C'est-à-dire que de temps en temps, on est une héroïne isolée, hein, même des anciennes, hein, Girel de Joiry, pourquoi pas, des héroïnes de McCaffrey, mais on n'arrive pas à passer le stade, oui, alors donc tu vas pouvoir en reparler, mais on n'arrive pas à passer ce stade de un groupe de filles, quoi. Or, on sait très bien qu'une marmotte contre un renard, la marmotte n'a pas une chance, mais 4 marmottes contre un renard, c'est elle qui gagne. Hein. Donc, on a peut-être là une espèce de vieux truc napoléonien. On se rappelle que le mariage napoléonien, le code civil, c'est d'avoir mis une seule femme avec un homme de façon à ce qu'elle soit complètement écrabouillée, isolée, enfermée dans une baraque, vissée à l'intime et à toutes les âneries comme ça. Et du coup, c'est priver les femmes de, j'ai envie de dire, la sororité. Ça fait un peu vieux, mais bon. La sororité, c'est un terme qui est employé chez Marion Zimmer Bradley sur La planète ténébreuse, qui est de la science-fiction, qui n'est pas de la fantaisie, encore moins de la bitlite. Et il y a des groupes de femmes, il y a des groupes d'héroïnes qui travaillent ensemble. Et Marion Zimmer Bradley a fait vivre aux États-Unis, aussi en France, avec le retard dû à la traduction, une forme de féminisme. Et en même temps, elle a été par certains ou certaines féministes accusée d'antiféminisme parce que ces personnages étaient suffisamment libres pour, dans certains cas, faire des choix qui pouvaient sembler aller dans le sens de ce qu'on peut appeler le patriarcat, qui pouvait être je choisis de me marier et d'élever mes enfants, et pas systématiquement je choisis d'aller vivre dans une communauté de femmes. Voilà, donc c'est, je pense là peut-être on est un peu en train de partir dans tous les sens, et qu'en fait le féminisme c'est quelque chose de très très vaste. Voilà. Non, je suis tenté de poursuivre sur la même ligne. Sylvie, Jean-Claude nous décrivait un monde de l'édition où il était difficile pour les femmes de publier. C'est aussi ton expérience en tant qu'auteur ? Alors, je vais déjà parler de mon expérience en tant que lectrice. Moi, j'ai commencé à lire de la science-fiction toute petite. Et pendant des années, j'ai adoré la science-fiction. Elle m'a donné le goût de la science, d'ailleurs, je pense. Et en même temps, j'ai lu Asimov, Silverberg, tous les grands auteurs de l'âge d'or. Et j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte que je ne trouvais aucun modèle féminin dans ces récits. Et que si je plongeais dans la peau du héros, eh bien je renonçais à être une femme. Ou alors si je voulais me la raconter en tant que femme, j'étais obligée de la réécrire dans ma tête et c'était compliqué. Mais spontanément, enfin, dans les lectures que j'avais, la femme n'était pas l'héroïne. On croisait des femmes, elles avaient des rôles secondaires, elles pouvaient être maîtresses de leur propre destinée, mais il y a une chose qu'on leur déniait totalement, visiblement, en tant que personnage, c'est qu'elles ne pouvaient pas prendre en main le destin d'une communauté, d'une population. Si elles avaient de la liberté, c'était une liberté purement individuelle, alors que les hommes pouvaient détenir le pouvoir de définir l'avenir de l'humanité, d'une planète, devenir... Mais non, les femmes, non. Et après, quand j'ai commencé à écrire, je me suis aperçue qu'à chaque fois que j'avais envie de raconter une histoire, alors le début d'une histoire, ça peut être un lieu, ça peut être un type de situation, ça peut être une société, mais à un moment donné, on se demande quel personnage on y met. Je me suis aperçue que
Le choix neutre standard, c'est d'y mettre un homme. Et là, on ne se pose pas de questions particulières quand on est lecteur, c'est normal. Et puis si on fait le choix d'y mettre une femme, moi je suis plus à l'aise pour parler de femme, je suis quand même une femme. De l'intérieur, je sais un peu au moins comment je suis moi. Peut-être pas comment sont toutes les femmes, mais on a l'impression de faire un exercice un peu plus spontané et sincère quand on est une femme, de mettre en scène des femmes. Et c'est pas évident à faire parce qu'on a peu de références littéraires en science-fiction pour le faire. On est obligé d'inventer des choses. Je me suis aperçue aussi d'une chose, c'est que quand on met en scène des personnages, on est tellement conditionné par le féminisme qu'on vit au quotidien que on met en scène un homme dans un certain contexte, il va avoir envie de prendre les rênes, il va avoir envie de décider un petit peu du destin, pas seulement de son propre destin, mais d'aller plus largement au-delà. On met en scène une femme, inévitablement, alors je suis probablement complètement conditionnée et incapable de résister à ce conditionnement, mais je le vis tous les jours dans mon boulot. On met en scène une femme, elle est, extrêmement docile, attentive à la susceptibilité et au point de vue de l'autre, elle a beaucoup d'empathie, et elle est moins combative dans son rapport au monde, elle est plus dans l'harmonie, et c'est extrêmement pesant quand on prend conscience de ça, de se rendre compte à quel point la sexualité, qui n'est finalement qu'un aspect assez mineur de notre personnalité, a envahi tout notre rapport au monde d'une manière extrêmement lourde et pesante. En tout cas, elle l'a fait dans la science-fiction, c'est flagrant, mais moi, dans mon univers d'universitaire et de scientifique, je le sens tous les jours aussi très très largement. Olivier ? Oui, alors moi, je réagirais aux propos qui ont été tenus justement par mes collègues, en relevant quand même que des auteurs comme Robin Hobb avec Le Peuple des Reines ou Ursula Le Guin avec Lavinia ont créé des magnifiques personnages de femmes qui sont des personnages qui luttent dans un monde patriarcal ou un monde archaïque, l'âge du bronze, les éleveurs de rennes en Sibérie, par exemple, pour le magnifique roman Le Peuple des Reines. Et je trouve ça très inspirant parce que, en fait, ce sont des femmes qui sont un petit peu à contre-emploi. On leur demande dans ces sociétés de se taire, d'accepter leur sort. Par exemple, à l'âge du bronze, une femme qui se retrouve seule, veuve, à s'occuper d'un enfant handicapé, c'est un sacré handicap pour mener sa vie comme elle le veut, et pourtant elle va s'occuper de elle va prendre ce fardeau en charge, et puis elle va essayer de se faire une place, et on a l'impression dans une partie du roman qu'en fait elle va de nouveau chercher un homme, mais c'est parfaitement légitime, il y a 3000 ans, de chercher un homme pour se protéger au sein d'une tribu, et pourtant elle va dépasser cela. Donc, alors, est-ce que c'est crédible ? Oui, je pense que c'est crédible. C'est très inspirant et c'est ce que j'ai essayé de faire en créant ma série jeunesse Les Enfants de la Louve, c'est-à-dire celle qui va prendre les décisions pour l'avenir de la tribu. En fait, c'est non seulement une femme, mais c'est une fillette de 12 ans qui chasse, qui se lie d'amitié avec une louve, qui va domestiquer les loups, donc elle va amener quelque chose de féminin selon les représentations traditionnelles, mais en même temps, elle va balayer tous les clichés du clan et s'imposer. Donc je pense qu'il y a quand même actuellement des femmes, des héroïnes, des personnages forts, qui sont entre autres produits par des auteurs femmes, qui peuvent être très très inspirants pour les auteurs actuels. Tu évoquais l'âge du bronze, moins 3000, moins 5000. Que t'évoque le titre de cette table ronde, le 1 million d'années de féminisme? Alors, la question se posait. Alors oui, effectivement, oui. On dirait le Sud, mais on est au Sud. Et en tout cas pour moi.
Et disons que ce que ça m'évoque tout simplement, déjà une pensée pour cette terre de Nice, avec ce site de Terra Amata. J'ai eu l'occasion d'être invité à toucher les vestiges, parce que je m'étais tout de suite fait identifier comme préhistorien. Et le conservateur m'a dit, viens toucher les vestiges de ces hommes qui sont en fait tellement anciens que ce ne sont même pas des êtres humains au sens Homo sapiens, ce sont des Homo erectus. Donc un hommage pour eux, on les représente très souvent avec les femmes autour du foyer qui font cuire la bouffe que les hommes vont chasser dans la garrigue, ou ce qui en tenait lieu à l'époque. C'est pas forcément... donc ce que ça m'inspire, c'est que nous avons des représentations basées sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, sur la pensée rousseauiste aussi, sur comment est-ce qu'on voit le bon sauvage. C'est vrai que la majorité des sociétés humaines ont été et sont toujours théoriquement polygames, ce qui n'est pas très glorieux, évidemment pour le féminisme. Et ce que ça m'inspire aussi, c'est qu'une des plus grandes découvertes de ces dernières années pour un préhistorien, c'est quand dans le magazine Nature, un article a été publié qui démontre que les grottes peintes ont été peintes par des femmes. Et tout simplement, pour quelque chose, il y a tout d'un coup quelqu'un qui s'est dit, mais dans le fond, la signature des peintres, c'est la main. Et ils ont analysé 1000 mains masculines, 1000 mains féminines, et ils ont remarqué qu'il y a un écart, effectivement, entre ces deux doigts. Vous voyez, moi, je l'ai assez fort, et puis ces dames, elles sont censées l'avoir un petit peu moins fort. Donc, ils ont fait des tests de corrélation, etc. Et ils ont découvert que, oui, ça ne s'explique pas autrement. Il y a au moins une grande partie de ces peintures qui ont été faites par des femmes. Donc, je me dis, tout ça, c'est très inspirant. Et pour moi, l'imaginaire, c'est aussi le roman préhistorique, c'est aussi le roman historique avec un fond, les forces de la nature, tout ce qu'on peut imaginer, les dieux, les déesses. C'est un peu mon imaginaire à moi, et j'y vois toujours une empreinte féminine plus forte qu'une empreinte masculine. Alors, est-ce que c'est personnel? Je ne sais pas. Oui, moi aussi, mais c'est peut-être le même. Il y a quand même eu un certain nombre de réactions indignées à la découverte dont tu parlais, qui consistait à mesurer la taille des mains et à identifier des empreintes féminines. Il y a quand même eu un certain nombre de tes collègues qui ont tout de suite dit « Oui, mais les vrais artistes étaient les hommes et les femmes sont probablement passées après que le vrai artiste ait fait son travail pour, comme les petits-enfants, aller marquer, aller faire joujou en posant la main. » parce que il y a à l'heure des Charles, il y a quand même des cas où il y a 300 ans entre la marque de la main et la peinture en question. Hein. Ça a été le cas par exemple à Nauviel ou des choses comme ça. Enfin bon, disons qu'il est très difficile de savoir, mais qu'en tout cas on ne peut pas dire que ce sont des peintures d'hommes et qu'on ne peut pas le dire. Et petit détail, si je puis me permettre, tous je vous entends parler, vous parlez d'héroïnes féminines, je pense à Marion Zimmer Bradley ou par exemple ce que tu décris, les Robin Hobb, c'est un très bon exemple, qui sont des rebelles par rapport à une société patriarcale et qui donc sont des rôles modèles en tant que rebelles, en tant que je peux construire une société plus juste. Là où les Amazones de Bradley, c'est ça, je suis désolé. Oui, il n'y a pas que les Amazones libres chez Bradley. C'est ça, c'est aussi des gens qui, par rapport à la société, sont des marginales. Pas forcément, tu prends son roman sur Troie. Oui, non, je te parle des Amazones de la série. Où tu prends son cycle d'Avalon. Ce ne sont pas des rebelles, c'est au contraire l'inverse. Ce sont des sociétés matriarcales qui sont envahies par... laisse-moi finir. Par une autre culture. J'entends parler de rôles modèles qui sont des rôles modèles de rebelles dans une société patriarcale dans laquelle on se définit, alors que par exemple la Bitlite, depuis une quinzaine d'années au moins, décrit des sociétés égalitaires dans lesquelles les femmes sont des héroïnes simplement parce qu'il y en a 50%. Et il n'y a pas à défendre son rôle d'héroïne, il y a à défendre sa propre situation, mais on n'est jamais remis en question parce qu'on est une femme. On est remis en question parce qu'à ce moment donné, on a un problème. D'accord ? Et on n'est pas en train de dire, oui, mais ce n'est pas une femme de diriger la meute, ce n'est pas une femme d'être la reine vampire. Il y en a 50%. D'accord ? La situation est complètement différente. On est dans une situation dans laquelle le destin individuel ne s'inscrit pas dans, oui, si tu ne fais pas ça, tu es une rebelle. Tu vois ? Et ça, la science-fiction, à mon sens, n'a pas encore réussi à le faire. J'espère me faire comprendre là-dessus. Même Pollen de Vinterberg ?
Quoi donc ? Même pollen. Je te parle de la science-fiction de l'âge d'or jusqu'à peut-être les d'accord. années 90. C'est certain que par exemple Lavinia est un bon exemple, mais Lavinia ça a quoi ? Ça a 5 ans ? Ouais, 5 ans. 5 ans, voilà, tu comprends ? Moi je suis désolé, jusqu'à la... Quoi ? Oui, pas de Cadigan, mais jusqu'à la fin des années 90 en gros, on a une situation dans laquelle la société égalitaire, dans laquelle ces événements étaient derrière nous, n'existe pas, alors qu'en Bitlit on les a. La culture, oui, la culture est un bon exemple. Non, John Varley, c'est justement quelqu'un qui joue sur cet aspect-là en disant attention, la normalité n'existe pas, mais voilà comment on peut arriver à la démontrer d'une certaine façon. Mais tu vois, cette question-là se pose. Ce que disait Sylvie est parfaitement exact. Vous lisez Fondation, la trilogie Fondation, Fondation Empire et Seconde Fondation, il n'y a pas une femme. Il y a quelqu'un qui porte les cafés à un moment donné. Il y a une fille qui a 15 ans qui tape à la machine. Oui, qui tape à la machine, oui, qui est une secrétaire. Enfin, C'est peut-être pas tant une question d'héroïne ou que de discours, quoi. C'est-à-dire, on vous dit, lisez de la science-fiction, alors lisez Silverberg, machin, et il n'y a jamais une femme, c'est pas tant. Parce que sinon, effectivement, je sais pas, je pensais n'importe quoi, Hyperion, la grande chef de toute la galaxie, c'est une femme, hein, je sais pas comment elle s'appelle, Mania, j'ai oublié son prénom, son nom, Gladstone, c'est une femme, la grande chef. De même, le personnage de Brave, Lamia est très intéressant. Donc il y en a, simplement, ils sont gommés. C'est ça, c'est-à-dire que le problème, et toutes les réactions à ce qu'on était en train de dire à propos de l'archéologie. Donc ça, c'est l'indice de Manning, mais il y a eu aussi un article de Dean Snow qui, lui, il compile 15 ou 20, je sais plus combien, systèmes pour faire un ratio de mains. Il ne s'agit pas de grandes et de petites mains. Il y a des femmes qui ont des très grandes mains. Moi, je fais du 8,5, par exemple. Donc, comme Fellini, bon. Mais c'est vrai que c'est une question de ratio, de différence entre eux, etc. Et donc, c'est prouvé, effectivement, par l'article auquel tu fais allusion, plus celui de Dean Snow. Là, on est blindé, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. Donc ça va, quoi. Voilà. C'est un détail cuistre à rajouter sur. Jean-Luc, Il faudrait faire une liste. D'un point de vue un peu plus histoire des idées politiques, pour toi, est-ce que quand apparaît la question du féminisme, d'une façon générale, et dans l'art et dans la littérature plus particulièrement ? Ça, je dois avouer que je n'ai pas suffisamment étudié dans l'art et la littérature d'une manière générale. Il faut au moins remonter à Olympe de Gouges, mais vraisemblablement encore avant. Enfin, Olympe de Gouges qui a dit que les droits de l'homme ne devaient pas oublier les droits de la femme et qui a été guillotiné pour cette raison, comme on l'explique toujours depuis. Et parce qu'elle avait une particule. Elle a plus été guillotinée pour son féminisme que parce qu'elle avait une particule. Pour avoir osé dire justement ce qu'on continue à enseigner toujours, comment vous attaquez les droits de l'homme en parlant des droits de la femme oubliés, mais non, l'homme c'est l'homme en général. N'empêche que si elle éprouvait à l'époque le besoin de dire que les droits de l'homme c'était aussi les droits de la femme, c'est parce que justement les femmes étaient tenues dans un rôle second. Et bon, ce n'est pas, en fait, la première, il y a d'autres noms que je ne connais pas, mais dans la littérature française, on voit la réaction et on nous apprend à nouveau favorablement des auteurs qui réagissent contre la lutte des femmes pour leurs droits. Je pense aux femmes savantes de Molière, qui ridiculisent des femmes, simplement, en fait, si on y réfléchit, parce qu'elles veulent s'affranchir, justement, du pouvoir patriarcal. Elles veulent pouvoir avoir leur mot à dire et non ce qu'on nous montre, ce que montre Molière et ce qu'on apprend encore, enfin ce qu'on apprenait quand j'étais petit, je ne sais pas, ça peut être évolué maintenant à l'école, c'est que la femme positive, celle qu'il faut imiter, c'est celle qui n'aspire qu'à trouver un mari et à être obéissante à l'égard de son mari. Toutes les autres sont des bas bleus, pédantes, qui prétendent parler de littérature alors qu'elles n'y comprennent rien. Mais il y a des mouvements récurrents d'émancipation de la femme et il y a des retours récurrents aussi du patriarcat. En fait, j'ai parlé d'Olympe de Gouges guillotinée, mais le moment où s'exprime Olympe de Gouges, la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même un moment justement où il y a une certaine avancée des mouvements des femmes. Il y a un certain nombre de femmes qui participent
participent aux travaux scientifiques de leur mari. Certes, c'est encore dans un rôle second, mais elles participent et les époux ne les cachent pas. C'est le 19e siècle qui nettoie complètement la place des femmes dans l'histoire du 18e siècle. Et ça se poursuit au 20e siècle. Enfin, je pense à un philosophe des sciences par ailleurs intéressant, Bachelard. Bachelard se moque d'Émilie du Châtelet avec cette idée que la physique d'Émilie du Châtelet, c'est de la physique pour bonnes femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas de la physique sérieuse, alors qu'elle a traduit en français les écrits de Newton, et tout traducteur le sait, pour bien faire une traduction, il faut comprendre ce qu'elle traduit. Donc Madame du Châtelet comprenait bien la physique de Newton et essayait de l'expliquer à Voltaire, alors que manifestement Voltaire, qu'on nous cite toujours un exemple, et par ailleurs c'est vrai que c'est un bon écrivain que j'aime bien, qui est plein d'humour, ne comprenait rien du tout, malgré les explications de Madame du Châtelet, à la physique de Newton. On pourrait remonter plus loin encore. Alors peut-être que j'enchaîne avec le titre. Je ne crois pas qu'on pourrait remonter jusqu'à 1 million d'années, puisque pour qu'il y ait féminisme, pour qu'il y ait revendication féministe, il faut justement qu'il y ait patriarcat, il faut qu'il y ait l'oppression de la femme. Et d'après Françoise d'Aubonne, qui a beaucoup étudié des textes de préhistoriens, même si elle n'était pas préhistorienne elle-même, dans un ouvrage qui s'intitule « Les femmes avant le patriarcat » qui date de 1976, elle date le triomphe du patriarcat simplement entre 5000 et 3000 avant notre ère, donc on est loin des plusieurs millions d'années. Alors quand je disais ça hier à quelqu'un, il m'a fait observer, ou elle m'a fait observer, je ne me souviens plus, on parlait de science-fiction, donc il fallait aussi penser au futur. J'espère quand même que le patriarcat ne va pas durer pendant encore à peu près 1 million d'années. D'ailleurs, Françoise d'Aubonne toujours fait très bien le lien entre écologie et féminisme, considère que la lutte écologiste ne peut triompher que si elle devient féministe et que la lutte féministe ne peut triompher que si elle devient écologiste, qu'en fait toute lutte d'émancipation est obligée pour obtenir une victoire réelle de rejoindre toutes les autres luttes, et les dangers que la situation présente, que le patriarcat donc fait peser sur la planète, sont tels que s'il n'y a pas de bouleversement assez rapidement, je crois que dans 1 million d'années, il n'y aura plus ni humanité, ni descendance de l'humanité. Olivier, tu voulais réagir ? Oui, pour ramener un peu d'helvétitude dans le débat, je pourrais vous parler aussi d'une femme qu'on a beaucoup étudiée en Suisse, qui s'appelle Hildegard de Bingen. Donc il y a plusieurs ouvrages qui sont parus sur cette femme qui vivait au Moyen-Âge, qui est considérée comme un précurseur du féminisme, dans le sens où à cette époque, on ne peut pas imaginer faire progresser ces idées hors de l'institution qui, en fait, est majoritairement représentée dans l'idéologie, c'est-à-dire l'Église. Et donc, c'est une femme qui a passé une partie de sa vie, comme beaucoup de femmes veuves, dans un couvent. Et c'était une manière aussi de se protéger sans doute du patriarcat et de pouvoir agir de l'intérieur. Donc on a un paradoxe absolument énorme. C'est une religieuse qui peut être considérée, en tout cas dans le monde germanophone, comme un précurseur du féminisme. Je vais pas en dire plus sur le sujet, on pourra en discuter longtemps.
Anne ? Oui, à propos des dates, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit là. Les dates du patriarcat, on peut tout à fait situer. Alors évidemment, le patriarcat est une méga civilisation, c'est-à-dire ça inclut des civilisations autres. C'est pas comme la civilisation maya ou la civilisation inuite. C'est quelque chose qui subsume. Et Françoise Daubonne rejoint ce qui a été établi par ailleurs par l'archéologue Marija Gimbuntas, qui a eu le malheur d'immédiatement de parler de déesse, enfin d'opposer au dieu patriarcal barbu traditionnel une déesse qui dansait avec lui un pas de deux assez peu crédible autour de ça. Mais malgré tout, il semble clair que les hordes patriarcales, qui ne sont pas forcément uniquement des proto-indo-européens, ni même des indo-européens, il y a aussi d'autres peuples, enfin des Sumériens, des Akkadiens, etc. C'est au-dessus de la mer Caspienne, il y a quand même eu plusieurs foyers, et tout ça s'est répandu grâce au véhicule du cheval, principalement. Cheval employé non comme arme de guerre, mais comme arme de transport. Enfin, c'est pas une arme, c'est un moyen de transport. Et ce qui a le mieux résisté, c'est les îles. C'est un peu comme dans Game of Thrones, on n'arrive pas à faire passer un foutu guet à des chevaux, c'est le même problème. C'est un problème profond, finalement, et on s'aperçoit que les poches qui ont le plus résisté sont les îles, je sais pas, Chypre, Malte, enfin, toutes les îles, ou la Crète, bien sûr. Alors, la Crète a eu d'autres problèmes. La Corse, tout ça. Et donc, du coup, il y a des tas d'ancrages qui restent. Alors, j'ai essayé de reprendre un peu tout ça dans un bouquin assez ironique qui s'appelle « Dis papa, c'était quoi le patriarcat ?» mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui convergent, et notamment beaucoup de choses archéologiques autour. Alors, il y a des styles différents. Il y a des styles... alors, ils ont été qualifiés par Gimbuntas de style de la déesse. Moi, j'y crois pas une seconde à la déesse, soyons clairs, mais... Oui, la déesse mère, mais peu importe qu'on croit ou qu'on croit pas, il y a un style, c'est-à-dire une certaine façon de dessiner, de peindre, etc. Et après, il y a un autre style. Donc, c'est pas une question d'armes, de blanches. Alors là, je sais pas, les préhistoriens seront mieux que moi. Est-ce qu'à une certaine époque, on commence à utiliser vraiment des armes pour tuer son voisin, ou avant, est-ce qu'on utilise son couteau de cuisine? Non. En fait, l'invention du bronze est à la base du patriarcat. Selon moi, selon beaucoup de préhistoriens, l'invention du bronze, c'est un bouleversement absolument énorme, parce que essayer de vous battre avec des haches de cuivre, elles vont vite s'émousser. Ils avaient des sortes d'armures qui étaient plus ou moins souples, etc. Avec le bronze, ça fait des dégâts énormes. Et il y a un peuple des steppes, justement du nord de la mer Caspienne, qui à un moment donné va inventer l'épée, tout simplement. Et l'invention de l'épée, c'est la course aux armements, c'est le début de très grandes migrations guerrières. Et à ce moment-là, vous avez un mode de vie qui est basé autour du chariot. Ce chariot est conduit essentiellement, on le suppose, entre autres parce qu'il y avait des sociétés steppiques qui ont vécu en même temps que les Romains, comme les Sarmates, qui étaient conduites par des jeunes garçons qui devenaient ensuite des guerriers. Et les femmes étaient donc entièrement utilisées pour l'intendance. Et à partir de ce moment-là, vous avez une fixation, ils se fixent sur des populations néolithiques qui étaient sans doute aussi déjà plus ou moins patriarcales, mais là, on a carrément une élite guerrière, et c'est terminé, là. L'histoire de la femme va prendre une toute autre route. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a des sociétés qui échappent à cette espèce de rouleau compresseur de la course aux armements, de l'invention du bronze et tout ça, et on en trouve. Donc il y a aussi des idéologies qui sont indépendantes du contexte matériel. On ne peut pas simplement dire telle ou telle société. Et ça, pour la science-fiction, ça devrait être très inspirant. On ne doit pas essayer forcément de calquer toujours nos sociétés qu'on invente pour le futur, post-apocalyptique, etc., sur des espèces de régularités qu'on trouverait dans la préhistoire. On doit aussi être inventif. On peut avoir une société guerrière avec un système matriarcal. C'est un peu le cas d'ailleurs des Iroquois et des Mohawks. Des Mohawks, je veux dire, et des Hurons, qui sont des sociétés qui ont
un côté matriarcal très très important, tout en étant des sociétés guerrières extrêmement violentes, d'une violence absolue, anthropophagie, sacrifice humain, tout ce que vous pouvez imaginer de pire a été vécu par ces sociétés-là. J'aimerais revenir sur une remarque de Sylvie. Tout à l'heure, tu nous parlais de la difficulté que tu éprouvais comme jeune fille intéressée à la science, future scientifique, à t'identifier à des personnages de science-fiction marqués par la science. Est-ce que pour toi, il y a une spécificité de la science-fiction en tant que littérature, comme son nom l'indique, particulièrement impliquée dans la réflexion sur la science, dans son rapport, sinon au féminisme, du moins à la féminité? Alors, il y a une chose dont je me suis assez vite aperçue, comme je pense à peu près tous les auteurs femmes, c'est que déjà, il y a des représentations a priori sur ce qu'écrit probablement une femme. J'ai été très surprise quand j'ai commencé à écrire de voir que des gens faisaient des commentaires sans m'avoir jamais lu, en disant oui mais ça c'est pas mon truc, c'est sûrement poétique. Alors il faut savoir déjà que dans le milieu de la science-fiction, c'est quasiment une des pires insultes que l'on puisse proférer à propos d'un texte. Dans le milieu de la science-fiction. J'aime beaucoup tes poésies et tu le sais. Donc c'est écrit par une femme, c'est probablement poétique. Et puis il y a probablement de la romance. Tous les lecteurs n'avaient pas des a priori comme cela, mais je vous assure qu'ils se sont manifestés, qu'il y a eu pas mal d'expressions de ce type. Aucun auteur homme, a priori, n'a jamais eu affaire, je pense, à des lecteurs qui se disaient c'est probablement de la romance. On ne pense pas d'un homme qui va écrire de la romance a priori, sauf si quelqu'un vous en parle ou vous le dit. Je crains, moi personnellement, qu'on soit dans une phase où on a des grands débats sur le genre, le sexe. Quand tu dis la science-fiction féminine, moi j'aimerais qu'on sache si on parle de genre ou de sexe, parce que c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'on est actuellement dans une société de plus en plus marquée socialement, à tel point qu'on attribue à des différences sexuelles ce qui n'est que des constructions sociales. En particulier, rien ne m'énerve davantage actuellement que le discours de certaines femmes qui disent « oui, mais nous donnons la vie ». Je suis désolée, mais on est quand même une espèce bisexuée où la vie naît de la rencontre entre un élément masculin et un élément féminin, la femme n'étant que celui des deux qui porte l'embryon pendant 9 mois. Le reste, c'est des choix personnels, des arrangements. Il y a a priori un certain nombre de personnes qui sont concernées par la naissance de cet enfant et qui peuvent le prendre en charge une fois qu'il est né. Je pense qu'on a tendance à accorder une importance très excessive à la responsabilité de la femme dans ce processus, qui n'a fourni pourtant que la moitié des chromosomes, et du coup on fait plein d'amalgames. Et en écoutant Jean-Luc qui nous parlait tout à l'heure de l'écologie et le féminisme, pourquoi lier l'écologie et le féminisme ? C'est pas absurde si on raisonne sur la question du genre. Étant socialement très déterminé pour être du côté, j'en parlais tout à l'heure, de l'harmonie, de la générosité, de la compassion, de la préservation, de la maternité, soucieuse de l'avenir, maîtresse du foyer, même si c'est pas forcément génétique comme marqueur de s'occuper du foyer et de faire la cuisine, on est tout naturellement prédisposé à être plus sensibilisé sur des questions écologiques, par exemple, et plein d'autres. Mais je suis persuadée que ça, c'est social. Et je trouve d'ailleurs extrêmement triste qu'on ne soit pas capable de former les petits garçons à ce respect d'autrui, ce respect de la planète, ce respect de notre descendance et de l'environnement qu'elle trouvera. Et je crois que nous sommes tous très frustrés et appauvris par l'importance extrême que prennent ces marqueurs sociaux actuellement. Et moi je n'ai plus aucun doute sur le fait qu'ils sont de plus en plus marqués. Il suffit d'aller dans un magasin de jouets pour enfants. Moi quand j'étais petite, il y avait une grande partie du magasin qui était pour tout le monde. Il y avait des puzzles, il y avait des jouets de toutes sortes, des jeux de construction. Puis il y avait un petit rayon filles, un petit rayon garçon. Au rayon filles, il y avait quelques poupées. Au rayon garçon, il y avait quelques pistolets et 2-3 trucs. Maintenant, tout le magasin, il est coupé en deux. Et la partie neutre, je ne sais même pas s'il en reste une.
C'est terrifiant. On ne peut plus acheter un jouet, tous les jouets sont soit pour petits garçons, soit pour petites filles, ou presque. En tout cas, beaucoup plus que quand moi j'étais petite. Donc voilà, moi, si j'avais un souhait à formuler, je ne sais pas si ça répond à ta question de la science-fiction féminine ou pas, mais j'aimerais qu'on revienne à des différences sexuelles dont je suis persuadée qu'elles sont assez mineures et qu'elles n'influent pas sur les valeurs. Je ne crois pas à des valeurs féminines ou des valeurs masculines. Je crois que ces valeurs, c'est une construction sociale, qu'on n'a pas forcément hérité de la plus mauvaise part, au sens où on a hérité d'un certain nombre de valeurs que je considère comme nobles et positives. Maintenant, j'aimerais que chacun, et je trouve que les hommes devraient avoir la même possibilité, devrait pouvoir choisir les valeurs qu'il s'assigne à lui-même. Et je déteste l'idée que ce soit notre environnement qui nous assigne des valeurs. Je voulais juste dire qu'à mon avis, c'est parfaitement possible de transmettre ces valeurs nobles et positives aux petits garçons, mais qu'alors ils vont s'en prendre plein la gueule. Le mien s'en prend plein la gueule en ce moment. Voilà, le mien idem. Et que c'est parfois le plus difficile. Jean-Claude, tu avais, je crois, publié des auteurs de art science-fiction féminin, comme Catherine Lazaro. Tu parlais tout à l'heure de ventes plus difficiles pour les auteurs féminins que pour les hommes. Tu as aussi confronté à cette vision romantique d'auteurs féminins. J'ai un exemple au moins qui est assez frappant, c'est quelqu'un qui s'appelle Adriana Lorusso, que j'ai publié, qui se trouve être une dame, et dont j'ai lu, sur la plume d'un critique, c'est de la science-fiction de nana. Eh bien, dans le cas particulier d'Adriana Lorusso, j'en ris encore. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui se sont imaginés que ce sont des bouquins remplis de bluettes adolescentes et de jeunes filles en amour, etc., alors qu'ils passent leur temps à se foutre sur la gueule et à baiser comme des lapins quand ça leur fait envie, et que le rapport à ce qu'on peut appeler à la féminité, au sens où la science-fiction de nana pourrait le laisser penser, il est totalement nul. Bon. Mais si je regarde par contre mes chiffres de vente, mes plus mauvaises ventes sont des femmes, c'est clair. Mes plus mauvaises ventes sont des femmes. Enfin, je parle de la collection spécifique de Brajlon science-fiction pendant la période où je m'en ai occupé. Ça représente, je crois, 34 ouvrages. Et il y a clairement une différence. Il y a clairement une différence. Et l'une de celles qui s'en tire, c'est celle qui a un pseudonyme à peu près, neutre, disons. Mais c'est vraiment un problème. Enfin, c'est quelque chose qui a été assez sérieux. Alors, il y a des facteurs qui ont certainement joué. Par exemple, le fait que j'ai publié un certain nombre de femmes, soit qui n'étaient pas connues en France, dont c'était des premiers romans, des premiers romans traduits, soit qui étaient connus dans d'autres genres. Je pense par exemple, j'ai publié une série de polars tout à fait intéressante à mon sens, polar de SF de Catherine Rush, qui est connue pour écrire des histoires de fées, sa série des fées, etc. Donc les gens ont basculé sur cette image-là des choses. Bon. Mais en même temps, c'est vrai que l'envie qu'a pu avoir un certain public d'ouvrir un livre de science-fiction écrit par une femme, je ne l'ai pas eu. Moi, un de mes regrets, vraiment un de mes désespoirs, c'est de me dire que la trilogie de Karen Traviss, La Cité de Perles et les suites, n'a pas eu de succès, ni en grand format, ni en poche, alors que pour moi, ça reste un bouquin extraordinaire. Et ça reste un bouquin justement dans lequel la question du genre et la question du rapport à ce qu'on est était extrêmement bien posée. Oui, retour en Suisse. Un contre-exemple, ça serait celui de Laurence Sunner, qui est une amie qui publie la trilogie Quantica. Et dans cette trilogie de Hard Science, on peut parler de Hard Science, vous avez une plume féminine qui décrit un univers qui n'a rien à envier au maître du genre. C'est 3 énormes pavés qui se vendent très très bien. Donc c'est quand même extrêmement rassurant de voir qu'on peut écrire, on peut s'insérer dans un type de science-fiction qui habituellement semblerait réservé aux hommes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour suivre de près son écriture et lire les premières versions et tout ça, je peux vous dire qu'il n'y a jamais... Elle s'est totalement affranchie de cette idée de devoir prouver quoi que ce soit. Je suis une femme et je peux écrire de la hard science, ou j'ai une sensibilité féminine, comme on en parlait.
particulière que je vais donner à... Non, vous lisez ça, puis après vous... Ah tiens, c'est pas Laurence Sunaire, c'est Laurence Sunaire, ou ah tiens, c'est une femme, mais je pense que dans un cas comme ça, on peut imaginer, on peut tout imaginer. Si on peut écrire Quantica en tant que femme, je pense que les femmes ont un sacré avenir dans la science-fiction francophone. Ce qui est bien, c'est qu'on en parle. Avant, on n'en parlait jamais. Ça a l'air bête, hein. Dans les bouquins d'histoire, c'était le suffrage universel. Alors maintenant, il y a écrit sur les bouquins des gamins le suffrage universel masculin. Merci. De même, avant, les gens disaient l'homme. Et puis un jour, alors, les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme. Mais non, il y a les droits de l'enfant, il y a les droits de la femme. Alors c'est que c'est pas l'homme. Donc il faudrait remplacer le mot homme par humain, au sens dire l'humain néandertal, les droits de l'humain, en faire un substantif. Why not? Peut-être remplacer le il et le elle par yel. On peut tenter. Et le pourquoi pas, c'est le. Enfin, la langue ne demande qu'à être transformée. Vous voyez la tête de la langue de Marie de France, hein, je ne sais plus quel siècle, le 13e, 15e, où là j'ai un trou horrible. Bon, c'était de l'anglais, hein, et maintenant, vous voyez qu'on est revenu finalement à une sorte d'anglicisme aussi. La langue change constamment. Il n'y a pas de honte à faire changer la langue et à investir la langue avec des nouvelles expressions, contrairement à ce que disent les imbéciles de la coupole. Mais on a un petit problème avec ça, c'est que nos langues se sont figées très récemment. Elles se sont figées au moment du dernier sursaut du patriarcat, c'est-à-dire entre la contre-réforme et l'époque victorienne. À ce moment-là, maintenant qu'on les a figées, aller déconstruire l'orthographe de la langue française, on essaie de faire des innovations de temps en temps, mais il y a des très très fortes résistances. Et effectivement, abandonner l'article, pourquoi pas, comme les Russes n'en ont pas besoin. Pourquoi article? Oui, pourquoi article? Les anglo-saxons s'en sortent très bien, les choses et les humains n'ont pas de sexe. Et les Suisses aussi, ça a été comme un des premiers pays à essayer de remettre dans le canon canonique normé de la littérature. Il y a une Suisse qui a essayé de remettre des femmes dans le canon, alors que nous, en France, il n'y a qu'à voir les bouquins des gosses, hein, à part peut-être Nathalie Sarraute et Marguerite Duras, Les Grands Jours, qui n'atteignent jamais le bac, hein, vous savez, elles n'ont jamais été jusqu'au bac. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'elles n'ont pas le bac, c'est qu'elles n'ont pas été mises au bac, jamais. Donc, il reste en France le corpus canonique normé est tellement lourd, déjà la Suisse a essayé de bouger les lignes il y a quelques années. Oui, parce qu'il y a 3/4 de germanophones en Suisse, c'est vrai que le monde germanique est en avance sur nous au sens francophone. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions? Quelqu'un qui a une voix forte? Muriel? On a plus de micro dans la dernière. Ça marche, ça, non? Par rapport à ce que beaucoup d'aspects, ce que disait Jean-Claude et ce que disait Sylvie aussi, d'abord, dans ce que disait Jean-Claude dans sa première intervention sur le fait qu'il n'y a pas d'héroïne dans la science-fiction écrite par des tas d'héroïnes, au sens où on entend le héros masculin. Et je pensais à la main de Jolani, par une femme intéressée, et où le personnage principal, qui est Estravel, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, n'est pas un homme. C'est pas une femme non plus, mais c'est pas un homme. Et ça m'a ramené, j'ai pensé à ça quand Sylvie, tu as parlé de la zone bleue dans les magasins. Alors d'abord, je voulais pas dire qu'il n'y avait pas de modèle féminin, je voulais juste dire qu'il n'y en avait pas suffisamment pour qu'on puisse trouver ça naturel de rencontrer des héroïnes fortes dans la science-fiction. Il y en a bien évidemment un certain nombre, mais c'est resté très anecdotique. Et moi, je trouve toujours frappant qu'on ait besoin de parler de Girel de Joiry et de remonter à Chamblot pour trouver des vrais personnages féminins forts. C'est pas tout à fait de la science-fiction quand même déjà. Et puis ça prouve à quel point on en a manqué cruellement pendant des années, me semble-t-il. Oui, donc oui, il y en a toujours eu un petit peu. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y en a pas. Ce qu'on dit, c'est que si tu fais la somme des 12 543 bouquins qui ont été écrits, il y en a 11 642 dans lesquels tu as des hommes et 1 millier dans lesquels tu as des femmes plus ou moins présentes et quelques personnes qui sont des personnages féminins. Il n'y a pas 50%. C'est le problème. Alors que par exemple, dans le roman policier, depuis très longtemps, il y a des héroïnes féminines
Il y a mon ami Jean-Daniel Bray qui est en train de republier tout un tas de romans victoriens avec justement des héroïnes de femmes détectives, et etc., qui marchent bien. Et ça existait depuis très longtemps, et surtout, ça n'était pas remis en question. Il n'y a pas de collection de polars où on va vous dire « Ah non, c'est encore un polar de nana, je ne vais pas le prendre ». C'est pas possible, pas depuis Agatha Christie. On va pas vous dire « Non, c'est une femme qui crée un thriller, ça va rien donner ». Pas depuis Patricia Cornwell ou plein d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'en science-fiction, on va vous le dire. Oui, quand on essaie de faire une collection, dans mon cas particulier, franchement, je vous promets, une des raisons pour lesquelles j'ai pris plein de livres de femmes traduites de l'étranger, c'est parce que les autres ne les avaient pas pris. Quand vous arrivez, vous êtes éditeur de collection, vous êtes un nouveau sur le marché. Ben, les 15 dernières années ont été pillées par les petits camarades. Tout ce qui a pu paraître vraiment très bon, très vendeur, etc., les gens l'ont pris. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'éditeurs en France qui ont réussi à l'avoir. Ils n'ont pas touché aux femmes. Donc on se dit, c'est super, il y a plein de bouquins là, il y a une espèce de masse énorme dans laquelle on peut lire, et il y a plein de bonnes choses. J'ai eu aucun problème à en trouver. La difficulté que j'ai eue, c'est à les faire passer. C'est à dire aux gens, mais attendez, c'est vachement bien. Et c'est d'autant plus pathétique que, par exemple, on parlait de la cité de Perles, par exemple, de Karen Traviss. Karen Traviss, elle n'a aucun problème quand elle publie les Star Wars. Parce que c'est du Star Wars, donc c'est super, elle a un public. Mais ce public-là ne lira pas sa science-fiction parce que c'est une science-fiction de nana. Le même public, qui achètera par contre des histoires de Star Wars. Donc là, j'ai buté sur une espèce de problème, un plafond de verre réel, que j'ai vu en tant que, je dirais, en discutant avec les libraires, en discutant avec les lecteurs, en allant dans les festivals, en allant interroger. Bon, il y avait différents aspects parasites, mais là, on avait vraiment cette remarque-là. Les libraires qui vous disent clairement, moi, mes lecteurs ne me demandent jamais de trucs de nana, donc j'en prends pas. Et si vous en preniez, vous croyez qu'ils aimeraient ça? Peut-être, mais je ne vais pas prendre le risque, parce que de toute façon, je vends déjà assez mal tout ça. Bon. Vous voyez, on est dans cette espèce de logique. Et je sais bien qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas, il y a toujours des exemples. Mais comme dit Sylvie, on est obligé de prendre toujours les mêmes. Moi, j'ai aucun problème à vous trouver un héros masculin positif dans les 40 dernières années de la science-fiction. Aucun. J'ai même pas besoin de réfléchir. Je peux même vous en trouver 100. Et même en réfléchissant, je peux vous en trouver 1000. Au-delà de 10 exemples de romans positifs féminins, je vais avoir du mal. Il va falloir que je me creuse. Et là, j'ai un problème. D'autres questions? Merci. Est-ce que ça serait dû au public alors, cette différence? Elle a peut-être un public plus jeune, je ne sais pas. Parce que bon, effectivement, le polar, ça touche à peu près toutes les couches de la société, généralement. Est-ce que le fantasy ou la science-fiction, parce que c'est un public un peu plus restreint, peut-être plutôt masculin, peut-être, je ne sais pas, hein, je pose la question à quoi ça pourrait être dû en fait. Moi, je me demande si on n'a pas une vision de la science qui est très, très socialement marquée, justement. En particulier, tout ce qui est science dure. C'est vrai que quand on parle science-fiction, le type de science à laquelle on pense habituellement, c'est l'astrophysique, la biologie, beaucoup plus que la sociologie, la philosophie ou les sciences humaines et sociales en général. Et on est quand même... moi j'ai fait mes études, je suis ingénieur de formation, j'ai fait des études scientifiques dans un milieu où l'école d'ingénieurs dans laquelle j'étais était très fière de sa proportion de filles, on était 1 pour 7. C'était beaucoup, beaucoup plus que dans la plupart des écoles. Et ça n'a pas tellement changé. Eric qui est en physique, je pense que... toi, tu es en histoire, je te demande pas, mais côté sciences dures, il y a quand même une très très large... On est actuellement dans une période où l'université commence à s'apercevoir que ça déraille, et ça déraille grave. Vous regardez quelle est la proportion de présidents d'université femmes, elle est de plus en plus faible. Vous regardez la composition des équipes présidentielles, juste au cran en dessous. Prenez mon université, l'équipe présidentielle, c'est 9 personnes, il y a 8 hommes. Et la femme qui est dans l'équipe présidentielle n'a pas forcément la responsabilité la plus visible. Mais c'est partout comme ça, tout le temps. Et je sais plus ce que je voulais dire, il ne faut pas que j'ai rate le micro gros trop. Oui. Non, tant pis. Oui. On a à peu près 70-80% de filles. Oui, mais à l'obtention du doctorat de biologie, après mettre de conf, plus que des hommes. C'est après que ça s'écrème. Oui, ça s'écrème. Au doctorat, on est à 50-50, je suis d'accord. Mais après, qui est qualifié sur les postes de maître de conf? On n'est pas à 50-50. Oui, mais ça diminue très vite. On est beaucoup plus nombreuses en femmes, et à l'obtention de doctorat, on n'est même pas un 10e. Et en prof? En professeur des universités? Enfin, je veux dire, quand tu montes dans... Essentiellement des hommes. Voilà.
Voilà. Voilà. Et on est actuellement en train de nous demander de monter des commissions paritaires partout. Et il y a des domaines entiers où on n'arrive pas à trouver assez de femmes pour monter des commissions. Un mot pendant que je traverse la salle. En physique, c'est un peu l'inverse. On a beaucoup de garçons en première année. La proportion diminue. On a une proportion à peu près égale en thèse et au niveau maître de conf. Au niveau prof, je suis pas sûr. Mais au niveau du doctorat et un peu au-delà du doctorat, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Dans mon domaine de la physique. Oui, merci. En plus, dans l'histoire moi, je ne suis pas une très grande experte de la littérature science-fiction, mais il y a 3 ou 4 romans qui restent dans l'imaginaire, qui sont fondamentaux aussi sur la question de l'innovation, de ce qu'on apporte, par exemple, le personnage de Frankenstein avec Mary Shelley. Elle invente la question de la question du monstre, la question de, je ne sais plus, c'était Charlotte Hausmann qui invente le personnage du loup-garou. Il y a la femme de Fritz Lang, qui en fait c'est elle qui a écrit le roman dont est à l'origine Métropolis. Je suis désolée, j'ai oublié son nom, grave erreur. Théa. Il y a aussi par exemple Donna Haraway, anthropologue, qui a écrit le Cyborg Manifesto, qui anticipe justement qui propose comme sortie justement de la question de résorber le féminisme dans le cyborg, et c'est-à-dire que les femmes aussi, elles ont pensé la science-fiction plutôt que peut-être comme des socio-fictions alternatives avec des autres formes de vie, parce que et là je rejoins peut-être un débat qu'il y a eu hier sur la question de l'expérience de pensée, qui est une forme radicale, qui est le cœur du féminisme étant l'abolition du genre. C'est-à-dire que, comme disait Madame Sylvie Lanné, se sortir de cette invention tyrannique, oppressante, etc., qui est la différence des sexes, en tout cas avec des caractères, des stéréotypes sociaux. Et alors là, du coup, je fais appel à votre connaissance, de grands lecteurs, fans et éditeurs. Avez-vous donc des livres à nous conseiller pour les gens qui auraient expérimenté l'expérience de pensée de l'abolition du genre? Voilà, alors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Un détail d'abord, effectivement, c'est pas le cyborg Donna Haraway, c'est la cyborg. Et le seul à l'avoir vu, c'est le traducteur allemand. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 traductions françaises de Donna Haraway qui ont été faites, l'une par Auristel Bonis et l'autre par un groupe de traductrices. Et en bon patriarcat traduit, parce qu'elles sont conditionnées par le patriarcat, elles ont traduit le cyborg. Donc on ne comprend rien à la version française de Donna Haraway. Faut le lire en anglais pour comprendre quelque chose, ou faut le lire en allemand. Et là, d'un seul coup, ça y est, on a compris. C'est pas c'est la, bon Dieu. En anglais, cyborg, c'est aussi bien homme que femme, et donc il s'agit de la cyborg. Et quand on traduit la cyborg, ça y est, on a tout compris. Le texte se déroule dans une simplicité ultime. Un texte qui date de 83 ou 1985, je crois, et qui a été présenté comme un projet ironique et très douloureux. C'est-à-dire que faut pas croire que Donna Haraway est d'accord pour la guerre des étoiles, etc. Elle dit au début, il n'y a rien de pire que le patriarcat, et même un monde atroce qui soit à la fois libéral, etc., sera toujours moins pire. Et ensuite, voilà la figure qui arrive, celle de la cyborg, associée à l'animal, j'ai envie de dire l'animal LE, comme von Harburg dans les chroniques du pays des femmes. Donc, alors parmi les bouquins, effectivement, il y a von Harburg, qui, on peut dire, qui travaille beaucoup sur le genre, notamment sur le silence de la cité, et ce que j'appelle la liste H, c'est-à-dire la liste d'Haraway elle-même. Dans le manifeste cyborg, à un moment, il y a une liste avec John Varley, avec Vanda McIntyre, avec Delany, qu'est-ce qu'il y a encore? Ursula Le Guin, et étonnamment Monique Wittig, dont on oublie qu'elle est, pour les Américains, une vraie auteure de science-fiction. Ça, c'est toujours amusant. C'est vrai que les filles, à un moment, se promènent avec des espèces de trucs sur le ventre qui tuent les cités, comme ça. Donc, elle a été lue comme ça. Donc, la liste H, ça fait déjà un bon petit départ il suffit de regarder la traduction française pourrie qui est sur Internet, et on a tout ce qu'il faut. Je suis sûr qu'il y a d'autres références. Je suis tenté d'ajouter le Heinlein tardif. On pourrait citer Joël Ventrebert, à lire, absolument. Moi, je suis admirative devant les héroïnes de Christopher Priest, par exemple. C'est vrai.
Moi, j'aime bien Zelda Yerdal, même si on peut leur reprocher un certain nombre de choses, mais c'est un bon exemple. Et puis c'est aussi quelqu'un dont la démarche explicite depuis le début est de dire mes héroïnes sont des héroïnes parce que je veux qu'elles soient des héroïnes. Et parce que les femmes dont je parle, c'est des femmes que j'ai connues, ont été dans mon entourage, et il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas le premier plan. Et donc chez lui, ça a été volontairement une démarche. Alors que chez Priest, je pense que c'est simplement une honnêteté intellectuelle en disant il y a 50% de l'humanité qui est aussi bien que les 50% d'à côté. Et donc, une fois sur deux, ça tombe sur elle ou sur eux. C'est un jeu auquel tu as joué toi-même avec un certain succès, il me semble. Non, c'est pas un jeu à laquelle j'ai joué. Moi, je suis dans une situation, si je peux dire, post-féministe. Je suis dans une situation dans laquelle les hommes et les femmes se sont mis ensemble du même côté de la table pour attaquer un problème qui est celui de l'inégalité, qui déboule sur le patriarcat, qui est celui du pouvoir, qui déboule sur le patriarcat, pour dire par quoi on remplace ça. Et j'ai la chance de vivre une vie de couple, de famille et de famille antérieure qui est dans ce modèle-là. Donc pour moi, je l'ai fait non pas pour jouer à un jeu, je l'ai fait parce que c'était l'espace dans lequel je me trouvais. C'était pas militant dans mon esprit. Ça l'est curieusement devenu une fois écrit parce que ça n'était pas, entre guillemets, comme d'habitude, mais c'était comme c'était d'habitude pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose dans lequel j'ai dit oui, je vais me battre pour montrer que les femmes... Non, c'est pas vrai du tout. Les femmes n'avaient absolument pas besoin que je me batte pour elles. Pas dans l'univers dans lequel je vivais. Elles étaient parfaitement capables, et elles le démontrent quotidiennement dans ma vie, qu'elles sont littéralement les égales des hommes dans tous les domaines du jeu. Et que la question ne se pose même pas, que là, je sais pas, on est véritablement dans un phénomène de stabilité pour moi. C'est pour ça que je ne sais pas défendre un discours, je sais défendre un discours d'égalité, j'ai du mal à défendre un discours en disant il faut combattre ça. C'est l'inégalité qui me paraît totalement aberrante. C'est aussi aberrant que l'esclavage pour moi. Je sais pas, le patriarcat ou l'antiféminisme ou le masculinisme, c'est aussi aberrant que de mettre des chaînes à une peuplade qu'on amène couper la canne à sucre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est totalement con. En termes de génocide, on parle peu du génocide des femmes. Il y a quand même 8 millions de femmes qui ont été tuées comme sorcières, etc., entre le 16e, 17e, etc. Juifs, 6 millions. Exode, traite des Noirs, 10 millions. Et encore, j'oublie certains génocides sud-américains, on pourra en parler. Donc, c'est étonnant de voir que, comme ça, certains génocides sont complètement ignorés et que ça peut quand même être passablement lourd, historiquement, qu'une catégorie d'individus ait subi un génocide. Donc ça, c'est dans le bouquin de Federici, qui s'appelle bizarrement Caliban et la sorcière, et qui ne parle pas du tout de Shakespeare, contrairement au titre qui est sur le bouquin. Une dernière question ? En fait, je pensais, parce qu'on parlait de la science-fiction, mais il y a aussi la bande dessinée de science-fiction. Et je repensais, quand on en parlait, à deux très anciennes séries qui continuent d'exister, il y a Valérian. Mais on dit Valérian alors que Valérian, c'est un abruti fini, c'est le faire-valoir. Et c'est Laureline qui est derrière lui, parce que c'est elle qui... Malgré tout, alors elle flatte son ego à la fin pour lui faire comprendre que... Et je regardais, ça remonte quand même à 67, les premiers... Et c'est écrit c'est écrit et dessiné par un homme. Et je repensais aussi à une autre série de... Alors, science-fiction, c'est du post-apocalyptique, on ne sait jamais trop, mais c'est Aria, qui est dessiné par Wayland. Et je regardais, c'est de 1982, où l'héroïne est toujours une femme, et elle est en lutte contre, à chaque fois, le patriarcat à chaque fois, et des modèles patriarcaux. Et elle va à chaque fois, moi je sais que j'ai été élevé un peu avec ces deux héroïnes-là, tu parlais de femmes fortes qui donnent des... fortes. Non, mais de modèles. T'avais pas envie de dire le vagabond des limbes ? J'aurais pensé à ça aussi en même temps. Pardon ? Parce que le vagabond des limbes, oui, à peu près à la même période. Ouais. Mais c'est marrant parce que... Il y a un personnage féminin qui est aussi important que le héros, et peut-être même davantage. Mais donc, pendant longtemps, on ignore qu'il est féminin. Mais pendant longtemps, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. D'ailleurs, pendant longtemps, il n'est ni l'un ni l'autre. Et il y avait dans un des Valérian et Laureline, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Le Pays sans étoiles, où en fait Laureline et Valérian arrivent sur une planète creuse, à l'intérieur duquel justement il y a deux civilisations qui s'opposent, une civilisation guerrière, donc dominée par les femmes, et l'autre une civilisation plus, on va dire,
Ouais, voilà, et incarné par des hommes qui se laissent aller au plaisir. Et je pense que c'est des trucs qui datent de... Enfin, c'était des réflexions qui m'avaient l'air, à l'époque, plus... Enfin bon, on est autour de 69, hein, mais qui m'avaient l'air un peu plus prégnantes qu'aujourd'hui, où on aurait plus de peine à trouver des choses comme ça, en fait. Voilà, c'était deux remarques pour répondre. Peut-être pour finir, puisque... Ah bon, donc, parce que Barbie donc, est en perte de vitesse. C'est la première fois que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous. Et donc pour résoudre ce problème, ils ont décidé de faire une Barbie héroïne. Donc qui va avoir un habillage à la Batman ou à la Superman. Elle aura un corset. Elle aura... Non, je sais. Il va falloir voir ce qu'ils vont sortir évidemment, mais c'est peut-être une avancée. Barbie chez les Pulps. D'ailleurs, ils ressortent. J'ai cru voir à la librairie pour Laureline, ils ressortent Valérian et Laureline, c'est écrit comme titre. Donc c'est un peu le retour, c'est un peu comme on s'est mis à parler des fauteuils Charlotte Perriand. Avant on disait les fauteuils Le Corbusier. C'est un peu comme on s'est rendu compte que la fille qui avait découvert la fièvre de Malte, ah ben c'était elle, c'était pas son mari. Enfin des choses comme ça, quoi. C'est des choses qui commencent à sortir, un peu comme le métal finit toujours par sortir de la terre. Enfin quelque chose comme ça. C'est plutôt encourageant. J'ai juste une petite remarque. Je me demandais si le fait que on ait encore du mal socialement à accepter les rôles féminins vient pas du fait, comment dire, dans la SF aussi de la prégnance encore du fait de mettre des héros, d'avoir besoin de mettre des héros. Est-ce que le problème vient pas aussi du coup que, en voulant mettre des héros, on installe de nouveau le modèle social qui va avec le fait d'avoir des héros? Est-ce que le fait, en se sortant de ce modèle, est-ce qu'on on égalitarise pas naturellement le rapport entre mes femmes, tout simplement en effaçant en fait le fait même de les différencier face à ce type de société, sans avoir besoin de héros? On pourrait répondre que pas de héros, pas de roman. Ça dépend ce qu'on entend par héros aussi. Est-ce que c'est un héros grec qui est mi-homme, mi-dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de faire des miracles, qui doit apporter des valeurs chevaleresques ou autres? Ou bien simplement c'est quelqu'un qui a un gros problème et on va suivre comment il va le résoudre? À ce moment-là, c'est un héros féminin, me semble... égaler un héros masculin. Si on considère que le héros, en fait, c'est le principal protagoniste, c'est celui auquel on va coller à ses bases, qui est voir comment il se démerde avec son problème, je pense qu'on peut maintenir le terme de héros. Voilà, qui est peut-être mal choisi dès le départ, par contre. C'est possible, c'est possible. Celui qui est au cœur des événements, celui dont on suit la trajectoire. Mais protagonistes, il n'y en a pas qu'un. Par définition, il y en a plusieurs des protagonistes. Oui, mais... Il n'y en a pas qu'un. Deutéragoniste, ici, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et le second, c'est le deutéragoniste. Oui, non, tout à fait. C'est passé dans le langage courant, mais étymologiquement, c'est tout à fait juste. Le protagoniste, c'est le héros. Alors, protagoniste. Par contre, c'est clair que quand vous avez un seul personnage central, principal, qui est très très loin des autres, vous avez un déséquilibre, parce que vous le mettiez d'un côté ou de l'autre, vous avez un déséquilibre. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'observer les confréries. Type confrérie de l'anneau. Après tout, ils partent s'occuper de l'anneau, ils y partent à 9 quand même. On aurait pu espérer un minimum de représentativité, on l'a pas eu. Bon, dans le contexte, ça peut s'expliquer, mais ça entraîne un biais. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a, par exemple, des groupes mixtes qui partent à l'aventure? Ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique qui s'installe à l'intérieur du groupe mixte. Et ce qui est difficile, c'est d'établir une dynamique qui soit, je dirais, respectueuse des rapports entre les sexes et qui n'impose pas un modèle dominant-dominé. Et encore une fois, je reviens à ma bitlite. Un exemple parfaitement classique de ce genre de choses, c'est la meute de loups-garous. Vous en avez dans plein de bouquins. La meute de loups-garous, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une hiérarchie de type meute,
avec alpha, avec bêta, avec un ensemble de choses. Mais très souvent, on joue avec le stéréotype au sens où le personnage de la meute, qui est celui censé apaiser les tensions, justement, prendre sur lui, introduire de l'humour, etc., c'est souvent pas une femme, c'est quelquefois un homo qui joue ce rôle-là justement pour être en quelque sorte l'espèce de punching ball virtuel, mais le déflecteur. Là où le patron de la meute est quelquefois une patronne, ou quand le patron est un patron, il a en général un alpha antagoniste qui est une patronne. Et vous avez ce genre de situation-là. Donc là, les meutes sont des phénomènes très très intéressants à observer. Et encore une fois, en Beat-Lit, je vous garantis que le travail d'équilibre entre les sexes et le travail de jeu sur le pouvoir est beaucoup plus moderne dans mon esprit et donne des choses beaucoup plus faciles à s'incarner pour un adolescent ou une adolescente de maintenant que des choses comme la confrérie de l'anneau, par exemple, quelle que soit la qualité du bouquin. Quand on est une fille, qu'on lit Le Seigneur des Anneaux, on est amené à faire de la figuration. Hein. On n'est même pas, on est à aucun moment donné capable de faire un acte héroïque, personne ne le fait. Un petit bout, ouais. Et encore, tu le vois beaucoup dans le film, mais tu le vois pas beaucoup dans le bouquin. Oh. Mais bon. Après, à propos du Seigneur des Anneaux ou d'autres bouquins en fantasy en particulier, quand on est dans un univers de type médiéval, est-ce que la question justement du patriarcat ou du matriarcat se pose pas de façon complètement différente, tout simplement pour des raisons de ressources, de possibilités, est-ce que je suis vraiment désolée de dire ça, parce que fondamentalement je suis féministe, mais sur une société où on a des problèmes de survie, la question de savoir qui reste à la maison pour faire les enfants se pose différemment dans une société moderne ou dans une société en science-fiction. Alors, je vais te la refaire. si faire les enfants, faire les enfants, ça dure quelques minutes et c'est agréable pour tout le monde. Porter un fœtus, oui, si c'est féminin. Pendant qu'une femme est enceinte, elle n'est pas forcément handicapée. Elle est capable de mouvement pendant un certain nombre de mois. Oui, mais et une fois que l'enfant est né, a priori, n'importe quel adulte... Oui, mais... Je te parle de la société, je te parle de la construction. Je te parle pas de ce qu'une femme en tant qu'individu est en mesure de faire. Je te parle de la construction d'une société dans laquelle la contraception n'existe pas forcément, dans laquelle les ressources sont pas forcément faciles à obtenir, et dans laquelle le partage des tâches se fait aussi sur des dimensions biologiques. Et donc dans une société médiévale dans laquelle on n'aurait pas encore inventé le biberon, en particulier. Mais il y a de la contraception dans la société médiévale. La contraception existe dans la société médiévale, il n'y a aucun problème. C'est même pour ça qu'ils ont envoyé toutes ces femmes au casse-pipe. Et qui, enfin, c'est pas. Est-ce que c'est une société de survie, la société médiévale? Qu'est-ce que c'est que cette société de survie? C'est quoi ce fantasme de société de survie? Je vois pas. Ça a un sens très précis. Hein. Oui. C'est quand tu prends 100 personnes, tu te poses la question de savoir combien de ces 100 personnes doivent travailler pour faire vivre les 100 personnes. D'accord. Une société de survie, c'est quand tu en as plus de 90 sur les 100 qui doivent travailler en permanence à faire vivre les 100. Et historiquement, ça renvoie à quoi? Parce que historiquement, ça renvoie, par exemple, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, dont on estime à un moment donné qu'avant l'agriculture, on était en permanence en train de chercher des ressources, parce qu'on n'avait pas moyen ni de les stocker, ni de garantir qu'elles arrivent. Oui. Donc ça, c'était une société de type survie. Après, tu réfléchis, tu dis combien d'individus sont libérés par le fait qu'on a progressé sur la manière dont on fabrique des ressources, auquel cas, ces individus qui sont libérés font autre chose. Ils deviennent des artisans, ils deviennent des penseurs, ils deviennent des clercs, ils deviennent tout un tas de choses, mais à la base, la société de survie, c'est quand tout le monde doit se retrousser les manches tous les jours pour aller trouver à bouffer. Le panda. S'il ne mange pas toute la journée, il crève. Ben oui, mais il y a eu plein de situations comme celle-là, parce que nous encore, on est une société ayant bâti une civilisation, puisqu'on a inventé l'agriculture, on a inventé l'écriture, on a inventé la stabilité, les échanges, etc. etc. Mais c'est très récent, ça, sur l'échelle de l'hominidé, si tu veux, c'est très récent. 90% de la vie de l'humanité a été, comme pour beaucoup d'espèces, une survie. Oui, et alors dès lors, il s'agirait de romans de science-fiction ou de société réelle? D'accord, donc Non, je disais, si on essaye d'imaginer un univers et qu'on essaye d'imaginer
et qu'on se pose dans une situation justement de difficulté. Et soit dit en passant, des situations de survie, il y a des peuplades à travers le monde qui le vivent tous les jours. Il y a effectivement la question du coup de poser une héroïne ou des personnages ou une égalité homme-femme au niveau de la distribution des rôles se pose de façon complètement différente. Mais tu fais allusion essentiellement à un univers fantasy qui doit être... Non, mais ce que j'ai compris, c'est que tu penses que dans cet univers fantasy qui serait d'inspiration médiévale, voilà, ça serait difficile d'échapper à un certain déterminisme. Pas seulement un univers... Mais pas seulement... Ce que je voulais dire, c'est que même dans un univers féodal ou médiéval, tu peux trouver par exemple des modèles avec des femmes qui sont aux commandes. C'est lors de grandes épidémies ou de guerres, les corporations se recentrent autour des veuves essentiellement, et il y a eu des prises de pouvoir par des femmes dans des villes avec des patriciats corporatistes, en particulier en Suisse, mais en Italie du Nord aussi. Et à ce moment-là, ces femmes se libèrent de l'obligation des enfants et tout ça, tout simplement à cause de la hiérarchisation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui fuient des campagnes et qui deviennent des servantes. Donc on a un espèce de matriarcat qui peut s'installer dans une société médiévale. Maintenant, quand la guerre est terminée, l'épidémie c'est bon, et puis le condottiere revient avec ses chevaliers, eh ben, ils vont remettre de l'ordre. Et certaines poches Bogomil ou Qatar ont établi ça aussi. Oui. Il y a aussi que toutes les jacqueries dont on parle jamais dans l'histoire, on ne parle que du combat du roi machin contre le roi truc, c'est toutes des jacqueries dirigées par les femmes, et c'est pour ça qu'ils ont attaqué les femmes après. Alors ils ont attaqué les hommes et les femmes, hein, évidemment, parce qu'ils ont attaqué les femmes en les tuant, et les hommes en brisant leur confiance, donc ils ont réussi un pouvoir idéologique qui ne pouvait d'ailleurs être réalisé que grâce à la douce coopération de l'État, de l'Église et de tous les organes comme ça, pour casser la femme à la tête de la jacquerie, hurlant pour avoir du pain pour ses mômes et pour les hommes. Et ça, c'est une réalité historique niée, gommée. C'est-à-dire que si on commence à creuser un peu le Moyen-Âge, on s'aperçoit, ma foi, que c'est parce qu'on nous apprend des âneries à l'école qu'on ne sait pas des choses élémentaires comme ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est tout. C'est une question de discours. Et c'est vrai, ce qu'on disait, c'est double question, discours et structure, comme disait monsieur tout à l'heure. La structure qui genrifie, qui classe, qui fait qu'au-dessus des hommes et des femmes, il y a cette structure qui crée le machin du genre, donc ça c'est le petit 1, et puis le canon, l'abominable canon qui impose toujours ces modèles masculinistes et qui craque de plus en plus. Il suffit d'entendre les étudiantes dans le couloir qui disent « Oh, il y en a marre de ce cours, ils parlent que des mecs ». Ça se disait pas il y a 10 ans, il y a un progrès. Donc à nous de nous adapter. Et on parlait du Seigneur des Anneaux, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu reprendre Galadriel, cette espèce d'entité de grande muse, tout le monde dit oh Galadriel. Bon, ils ont dû introduire une fille efficace là où il n'y avait personne dans le roman. Hein. C'est clair que Tolkien, le bon catholique, n'avait pas eu l'idée que ça pouvait être ça, les femmes. La Galadriel du Silmarillion était une chef de guerre. Ah, d'accord. Excusez mon incompétence du Silmarillionesque que j'ai lâché dès le début en raison de son caractère profondément religieux. Heureusement, Lucie est allée à outrepasser, plus outre, telle est la devise de Lucie. Il y a des romans qui parlent de façon intéressante de l'établissement de ces sociétés. Je vais revenir sur Ténébreuse et à Marion Zimmer Bradley avec le roman, je crois, le titre, est-ce que c'est La planète au vent de folie? Je m'y perds un petit peu.
Oui, qui n'est pas le premier qui a été écrit, mais qui est celui qui décrit le vaisseau qui s'écrase et l'établissement donc des colons terriens sur la planète où ils se sont crachés par erreur, qui n'était pas la planète technologique et déjà habitée où ils se rendaient. Et donc ils se retrouvent sur une planète primitive, pauvre en métaux, et qui a d'autres facteurs écologiques intéressants. Et donc il y a une volonté de survie de la société et donc des choix qui sont faits par ces colons et qui vont déterminer les 2000 ans futurs de l'histoire de Ténébreuse, l'établissement d'un patriarcat et ensuite, ou parallèlement, la lutte de femmes et d'hommes contre ce patriarcat. Cette fois, on arrive vraiment au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que l'un des panélistes veut donner un tout dernier mot de conclusion, ou est-ce qu'on a fait le tour? Bon, alors reste à vous remercier, aussi bien les membres de la table ronde que du public, d'être venus et d'avoir participé à ce débat.